Ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus, hein. Le projet n'arrive pas comme ça sans rien derrière, et ce qui nous a permis de nous connaître, hein, et de faire deux choses principales, d'avoir une cohésion de groupe. C'est vrai qu'au départ, il y avait même du mal à se comprendre chacun. Après, ça nous a permis aussi de voir à la rigueur aussi les limites de la science. Parce que José, très vite, nous a dit que c'est très difficile d'identifier précisément ces composés volatiles pour en faire un outil diagnostique. Et c'est là où le chien est fantastique, hein. C'est que le chien, c'est ce que nous n'arrivons pas encore à faire technologiquement. C'est-à-dire qu'il sait reconnaître ce bouquet d'odeurs malgré des variations individuelles. Alors, on a vu comme quoi le chien était inégalable, malheureusement, ces derniers mois, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Et ça me fait plaisir d'en parler au passé. J'ai bien peur qu'on en ait encore besoin, notamment par rapport aux explosifs, à la sécurité. C'est vrai qu'on a vu que les chiens étaient inégalables pour détecter des explosifs et pour assurer la sécurité. Et que toute notre technologie, finalement, ne savait pas faire aussi bien qu'eux. Et bien là, c'est un petit peu le même concept. Nous, ce qu'on a pu voir dans cette première expérimentation, c'est que sans doute un jour, on saura faire des électroniques, des applications, iPhone, tout ça. Mais pour l'instant, et c'est là où ça a un sens, les meilleurs, c'est les chiens. Ben, utilisons les chiens, qui en plus sont à moindre coût dans une société qui a besoin de faire des économies et pour des sociétés qui n'ont pas d'argent. Voilà. Donc on va laisser peut-être la parole à nos experts cynophiles pour nous expliquer en pratique comment ça marche et peut-être nous montrer une vidéo, c'est ça? Bon, si vous avez déjà des questions à poser, oui. Donc la personne, elle transpire. Et comme elle transpire, donc est-ce que... il y a des émanations gazeuses qui vont se créer avec la transpiration. Oui, c'est ça. L'odeur, est-ce que la même chose, c'est-à-dire les cellules cancéreuses, oui. elle est la même chez tout le monde? Ou bien carrément... Normalement, d'après ce qui a déjà été étudié, entre autres pour le cancer de la prostate, on s'est aperçu que le cancer de la prostate avait une odeur qui était commune à tous les cancers de la prostate de toutes les personnes. D'accord. Donc c'est déjà un point commun pour ce type de cancer. Mélanome de la peau, ça a été déjà fait aussi au niveau de la recherche avec les chiens, et on a eu les mêmes résultats. D'accord. Donc là, on espère bien avoir les mêmes dans ce type de recherche qu'on est en train de faire. Et par exemple, je suis désolée, entre par exemple celui qui est né en Afrique, qui est né, ce serait la même chose aussi? L'aspect ethnique de la peau ne rentrera, je pense pas, ne sera pas un problème. D'accord. Ce ne sera pas un problème. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffira vraiment de faire une mémorisation, c'est vraiment la base de tout. Mémorisation vraiment la plus précise possible, c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde pour nous amener les meilleurs éléments pour pouvoir justement faire cette phase de mémorisation qui va être vraiment la pierre angulaire de toute la recherche. C'est la base de la pyramide, hein, si la base est solide, c'est-à-dire qu'on a une bonne mémorisation, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas au sommet, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'on a entendu parler de la grande diversité des cancers du sein. Oui. Et donc, en fait, la question peut se poser, effectivement, est-ce que toutes les formes de cancer du sein pourront être repérées par le chien de la même façon? Donc ça, c'est un des enjeux, effectivement, de la recherche qu'on est en train de développer. D'accord. Et finalement, c'est croiser les données de toute la connaissance en biologie des tumeurs avec des données de composés organiques volatiles. C'est vraiment de l'association de banques de données. D'accord. Et est-ce que la race de chien, ce serait toujours la même race? Ou carrément, parce qu'on peut dire comme quoi un chien, il peut avoir différentes races. Par exemple, le père d'une race est la mère, et ce serait par exemple un chien policier qui ne sera pas vraiment... Qu'est-ce que vous entendez par un chien policier? Il a une casquette, il a un képi, ouais, et tout. C'est ça, non? Chien de pompier. Chien de nos camarades pompiers, il a un casque de pompier. Non, je vais vous dire, on va partir sur 2 malinois, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, c'est les chiens de travail par excellence. Parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre à essayer plusieurs races. Bien entendu, il y a plein de races qui peuvent faire l'affaire. Hein.
Springer, etc., etc. Mais bon, on va partir sur des Malinois, parce que c'est, comme je vous dis, c'est le chien de travail actuellement qui est à la pointe, et qui va nous permettre un peu de gagner du temps. Parce qu'il faut quand même qu'on avance assez vite. Donc le chien tort qui va nous arriver d'Espagne, c'est déjà un chien que j'avais déjà présélectionné, et qui va être donc le premier sur cette aventure. Ensuite, on mettra certainement un deuxième Malinois, et on va les faire travailler en binôme, hein, pour voir un peu, en chevauchant les recherches des deux chiens, pour voir un petit peu, le deuxième confirmant le travail du premier. D'accord. Ouais. Ben, merci. Je voulais savoir en fait si chaque chien était spécialisé dans un composé ou s'ils étaient capables d'avoir une gamme de composés. Si par exemple vous parliez de plusieurs cancers du sein, s'ils seront capables d'en reconnaître plusieurs, si par hasard c'était des composés différents, ou est-ce qu'un chien qui est capable de renifler la drogue, il est aussi capable, le même chien, de reconnaître autre chose? Prendre l'exemple par exemple des explosifs, un chien est capable de détecter plusieurs types d'explosifs. On va prendre les stupéfiants, un chien pareil, hein, capable de détecter plusieurs types de stupéfiants. Bon, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas faire travailler un chien spécialisé en détection d'explosifs, par exemple, pour rechercher les stupéfiants. Tout simplement parce que c'est une histoire de marquage, c'est-à-dire du positionnement du chien à la découverte. Donc vous comprenez bien que si le chien se positionne se couche ou s'assoit, on n'aura pas la même réaction si dans le sac qu'on est en train d'analyser, il y a des explosifs ou il y a des stupéfiants. Bon. Partant de ce principe-là que le chien peut mémoriser plusieurs odeurs, on peut très bien effectivement utiliser le chien pour lui faire mémoriser plusieurs types de cancers. Là, il n'y a aucun souci, particulier de ce côté-là. Mais je vous le répète encore une fois, la base, c'est vraiment la mémorisation, d'avoir vraiment le produit le plus parfait possible, de façon à ce que le chien puisse le restituer lorsqu'il va le trouver. Oui, donc ma question c'était quelle est la méthode pour faire mémoriser l'odeur au chien? Je sais que pour le cancer de la prostate, ils imbibaient une balle de tennis dans l'urine du patient et ils faisaient jouer le chiot avec depuis tout jeune, quoi. Quelle est la méthode dans ce cas-là? Alors pourquoi, vous allez me dire, on ne va pas prendre un chiot et démarrer avec un chiot? Si on fait une comparaison avec un humain, un enfant, le centre d'intérêt de l'enfant au départ, bien entendu, c'est de jouer, la preuve en est, ils sont à côté. Mais vous imaginez bien qu'avec l'âge, le centre d'intérêt risque de changer. On est bien d'accord. Donc pour le chiot, c'est exactement la même chose. Donc pour éviter d'avoir la problématique de prendre un chiot et puis de dire, bon, on va essayer d'y arriver avec ce chiot, malgré qu'il ait des parents avec des qualités de détection, on n'est pas sûr à 100% de réussir. Donc on va prendre des chiens un peu plus âgés, on va prendre des chiens aux alentours de 14 à 18 mois, c'est la bonne moyenne, et qui sont encore hyper motivés par le jouet, parce que toute la base de la formation est basée sur le jeu, d'une association d'une odeur, que ce soit le cancer, les explosifs ou autres, et le jeu. Donc en fait, le chien, lui, ne recherche pas la cellule cancéreuse, lui, c'est pas son truc. Lui, il recherche son jouet qui a justement cette odeur. Et par substitution, on va enlever l'odeur et on va mettre l'objet à la place. C'est-à-dire que le chien va, une fois qu'il va sentir l'odeur, par exemple, du cancer, il va se positionner, mais pour lui, ça va être la récompense derrière, c'est-à-dire que ça peut être une balle de tennis ou autre. Le but, c'est ça, quoi. Ok, merci. Alors là, vous allez voir, effectivement, sur ce film, la formation de jeunes chiens en détection d'explosifs. Et vous allez voir dans un premier temps ce qu'on appelle la phase de mémorisation avec ce qu'on appelle des boîtes de mémorisation. Alors vous voyez là, dans les boîtes, il y a des boîtes qui sont vides, il y a des boîtes qui contiennent certains objets, et il y a une boîte effectivement où il y a de l'explosif. Donc vous voyez que le chien interprète effectivement, donc il se couche, puisqu'il a mémorisé dans une première phase qu'on ne voit pas sur la vidéo, il a mémorisé donc l'odeur de l'explosif. Et dès qu'il la sent dans les boîtes, il restitue par un mouvement, soit assis, soit couché. On appelle le marquage. Là où il y a la même chose avec le chien en liberté, c'est-à-dire que là, il n'y a aucune interférence du maître dans la recherche, c'est le chien qui va prendre tout seul sa décision. Yannick vit avec ses chiens. Hein. J'ai compris que... Il m'a dit, toi, tu as des garçons, moi, j'ai mes chiens. Donc c'est vrai que c'est aussi mes garçons. Voilà, exactement. Beaucoup s'inquiètent de ça et de savoir où est-ce que vont vivre ces chiens, dans quelles conditions, quels sont leurs horaires de travail et de récupération. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Alors c'est des chiens qui vont vivre pendant leur semaine de travail, qui auront chacun un box approprié
avec tout ce qu'ils font, à leur petite maison, leur gamelle, d'eau, enfin ainsi de suite. Et qui, une fois fin de semaine bien chargée, le week-end rentreront et seront directement chez moi. Donc avec mes autres chiens, donc chacun ayant son box particulier, où ils sont choyés comme mes propres chiens. Voilà, pendant toute la durée de l'expérimentation. Et donc ce sera basé, la semaine ce sera basé sur Magnac-Laval, où on a notre centre de formation. Et le week-end ce sera en Isère, donc chez moi. Ah oui, ils seront retraités, mais bon, vu que c'est des jeunes chiens, ils ont de la marge avant quand même. Donc, alors je vais parler pour mon cas particulier. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai 4 Malinois. Donc j'en ai 2 en explosif, un retraité depuis 2 ans et un en activité. Et un spécialisé dans le domaine du pistage. Donc de la recherche d'humains en cas d'intrusion sur site ou autre. Voilà. Qui est aussi formé au niveau explosif, mais qui n'est pas validé dans le domaine. Mais il a la double spécialité. Alors, combien de temps travaille un chien? Au jour d'aujourd'hui, les chiens, nous, on les recrute à l'âge de 14 mois, 14-18 mois. Et tant que le chien est joueur, motivé, tant que le maître fait en sorte de garder cette motivation, là, on a des chiens qui travaillent encore au jour d'aujourd'hui à l'âge de 10 ans. Parce que le maître fait en sorte de garder la motivation, le jeu. La base, c'est le jeu. C'est toujours je joue, pas que pour le travail. Hein. Je sors, je vais me promener, je joue. Toujours avoir sa balle, sa petite poupée, toujours on joue. Il n'y a pas que la promenade, on sort, on va faire ses besoins, c'est on joue. Donc le chien, je n'ai pas amené de vidéo au jour d'aujourd'hui, mais les chiens sont fixés sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils nous regardent toujours à jouer. À jouer, on va jouer, on joue tout le temps. Et en gros, on joue, et ben même quand on est au travail, le chien vient, lui, pour jouer, pas pour travailler. Voilà. À l'heure où on est si inquiet de la reproductibilité d'un test, comment peut-on être certain que le chien va avoir la même constance? La constance, justement, c'est l'entraînement qui va nous le faire, la constance. Hein. C'est la répétition, c'est ce qu'on appelle en termes cynophiles la mécanisation, qui va nous permettre justement de répéter des exercices de façon à obtenir toujours le même résultat. Et en travaillant, comme on travaille dans un principe d'odorologie, on appelle ça l'odorologie, c'est une technique de travail bien particulière où c'est le chien qui prend l'initiative, il n'y a pas d'interférence directe avec le maître, hein, c'est le chien qui doit prendre sa décision. L'avantage de travailler avec 2 chiens, comme on le fait en odorologie pour les explosifs, c'est donc le deuxième chien qui va confirmer le travail du premier. Voilà un peu le principe de ce type de formation. C'est vraiment très particulier, l'odorologie. Pour travailler un chien, on a deux possibilités. C'est ce qu'on appelle le chien classique, c'est-à-dire qui est tenu par son maître ou à proximité de son maître en liberté ou autre, où il y a une influence, où il peut y avoir une influence du maître dans la réaction que le chien peut avoir, par le regard, par l'attitude, etc., etc. Là, il n'y a pas d'interférence possible, c'est le chien lui-même qui doit prendre sa décision. Donc c'est un travail complet en liberté, comme vous avez vu sur la mémorisation, dans une phase où le chien partait tout seul sur les boîtes. C'est ce principe-là qui va être mis en place pour la détection des cellules cancéreuses ou pour la recherche d'explosifs. Au départ, quand on a mis en place les premiers chiens de détection d'explosifs en 2001 sur les aéroports de Paris, c'était une grande première, puisque à l'époque, c'était essentiellement réservé aux autorités compétentes de l'État, la police, la gendarmerie et les douanes. Ça s'est ouvert au privé en 2001. Donc j'ai fait partie des premières équipes, premiers formateurs à mettre en place les chiens sur l'aéroport d'Orly, entre autres. On était parti c'est la première fois que ça se faisait à grande échelle, puisqu'on nous demandait de mettre en place une trentaine de chiens par paquet de 10, choses qui ne se font pas même dans les centres de formation d'administration. C'est 3-4 chiens par-ci par-là, là c'était assez long. Et on nous avait donné comme challenge de mettre en place cette formation en 14 semaines, avec 6 produits explosifs, enfin 5 produits à l'époque. Ensuite, ils ont augmenté, ils ont remis un produit supplémentaire, ce qui nous en faisait 6, pour une durée de travail de formation de 15 semaines. Pour vous donner un peu une idée de la sélection de ces chiens-là, premier groupe de travail, 15 chiens, j'en ai vu 148, pour en sélectionner 15. On recherche des explosifs, hein, donc il faut être sûr de son coup. En plus, le stage il coûte relativement cher, et puis il faut quand même arriver au résultat au bout des 14 ou 15 semaines.
Donc ça, c'était le départ. Ensuite, avec, je dirais, la technique qui a changé, avec les boîtes de mémorisation, avec tout ça, on a pu descendre et maintenant on arrive à dire, pour remettre un chien sur la détection d'explosifs, s'il y a une petite préparation en amont, on arrive à sortir un chien en 10-12 semaines. Puisqu'on a réussi quand même à normaliser un petit peu, à griller quelques étapes, et ça nous permet d'aller un petit peu plus vite. Mais moi personnellement, je ne descendrai pas en dessous de 10 semaines. Je reste sur, il faut quand même un acquis assez correct avant de faire valider un chien, quoi. Je préfère aller plutôt sur 10 semaines de travail. Alors là, sur le cancer, ben, on va voir, hein, parce que là, on met tout en place en fait. On a la technique, la mémorisation, ben, on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. La technique, on l'a. Ben, on va l'adapter justement à ce nouveau type de travail. Mais je pense qu'on a de grandes chances de réussir, il n'y a pas de raison. Ben, c'est la même question qu'Anne. En fait, c'est une question plus générale, même si le chien ne se trompe pas. La question qui est... Isabelle dit à juste titre, c'est simple. En fait, c'est hyper compliqué ce qu'on est en train de vous vendre. Donc c'est un projet qui est complètement original, qui est vachement marrant, mais tout le problème dans les outils de détection, c'est les faux négatifs. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si on a 30% de faux négatifs, il y a 30% des gens à qui on dit non, vous n'avez pas le cancer, qui en fait en ont un. C'est un outil dramatique. Donc, la première question, c'est combien on aura de faux négatifs, ce qui recoupe votre question, quand est-ce qu'il se trompe, quand est-ce qu'il n'y a pas de coffre, quand est-ce... Bon, ça, on n'en sait rien aujourd'hui. Donc la première question, et ça, on ne fera pas l'économie, mais quand on sera beaucoup plus avancé, de faire mammographie versus le chien, pour voir combien il y a de faux négatifs. Ça, c'est la première question. Parce que dans les positifs, on ne fera pas l'économie non plus d'une mammographie. Elle aura bien besoin de savoir, le chirurgien, où c'est quelle taille. Donc, l'intérêt, si on y arrive, c'est d'avoir très peu de faux négatifs, auquel cas, effectivement, les gens négatifs, ils n'ont pas de mammographie. Mais on n'y est pas du tout. Ça, c'est la première chose. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et le deuxième aspect sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est là encore, elle dit, c'est simple, sauf que ce n'est pas simple du tout dans la réalisation non plus. Et ça, on a commencé à le voir au bloc opératoire. Il y avait un contaminant que nous, on ignorait complètement, qui nous a sauté aux yeux, c'est mes gaz anesthésiques. Alors, je sais faire autrement qu'avec des gaz, bon, ça, j'y arrive. Mais il y a plein de contaminants dans un bloc. Donc, il y a, ne serait-ce que de nettoyer la peau avec une solution désinfectante, c'est un COV. Et il va les retrouver. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette dans des conditions de réalisation qui nous posent des problèmes importants au bloc opératoire. Comment on fait pour qu'il y ait le moins de COV possible dans la pièce opératoire? Comment on fait pour qu'il y ait le moins de COV contaminants possible dans le chiffon? Comment on les transporte? Quand est-ce qu'ils arrivent? Quand est-ce qu'ils sont donnés aux chiens, etc. Donc, c'est des milliards de questions qu'on se pose, pour lesquelles on n'a strictement aucune réponse et où on va un peu à l'aveuglette. Alors, si je peux me permettre, Jackie nous a dit qu'il y a un chien peut être dressé à la rigueur relativement rapidement. Nous, là, on veut se prendre bien 6 mois, justement, pour travailler autour de toutes ces questions. Après, au départ, on est obligé de travailler sur des échantillons de tumeurs avec tous les problèmes du bloc opératoire, de ces anesthésiants, de la désinfection cutanée, de tout ça. Parce qu'on est obligé de travailler sur des vrais échantillons. Après, on va descendre à l'état de trace. Et après cette période, nous, ce qu'on veut, c'est faire une étude clinique relativement classique comme les autres outils diagnostiques, où là, on sortira du bloc opératoire, puisque ça sera en effet une étude proposée aux femmes, saines ou malades, parce qu'il faut les deux, évidemment, pour valider un outil diagnostique, qui viendront dans un centre de dépistage pour avoir leur mammographie et à qui on proposera de participer à l'étude et de faire en plus la chiffonnette. Et ça va être encore une étape de validation et où on va apprendre tout un tas de choses. Ça sera sans doute une étude
d'abord préliminaire, puis après l'étude clinique sur une grande cohorte de patients. En tout cas, on se prend tout ce temps de recherche avant, parce qu'on sait qu'en effet, pour démarrer la recherche, on va, entre guillemets, consommer beaucoup d'échantillons, et on va devoir être vraiment une chaîne solidaire, d'où tous ces corps de métier qui sont réunis dès cette première étape du projet. On ne sera pas aux 35 heures, ça c'est sûr. Les RTT, on n'en aura pas trop, je pense. Ouais, nous, on prendra quand même quelques jours de temps en temps. Enfin, ça va être un projet quand même qui va être assez prenant. Et je pense qu'en étant motivé comme on l'est, à mon avis, on va s'arracher dessus, quoi. Oui, effectivement, le chien, vous allez me dire, il ne peut pas travailler 8 heures. Effectivement, il ne va pas travailler 8 heures d'affilée. Le système olfactif du chien se fatigue rapidement, étant donné que c'est le sens principal du chien, le premier sens qu'il a à sa naissance et le dernier qu'il va avoir avant sa mort en activité. Donc ça fatigue. La fatigue olfactive, elle est là. Ça, c'est assez certain. On s'en aperçoit quand on travaille sur la recherche d'explosifs en début de stage. Les chiens, au bout du stage, ils commencent un peu à perdre un peu de poids, ils commencent un peu ça leur tire vraiment dessus, quoi. Bon, après, la base qu'on a actuellement, c'est le travail en aéroport, on va dire, qui nous dit que le chien doit travailler maximum 30 minutes en continu, on va dire, en continu, très important, pour avoir le double de temps de repos. Ce qui fait travailler donc 1 heure, on va travailler une demi-heure, on va travailler et on va avoir 1 heure de repos. Bon, sachant que le chien, au bout de 20 minutes, quand même, l'intérêt olfactif baisse, commence à fatiguer. D'où l'intérêt d'avoir 2 chiens et de les faire travailler l'un après l'autre, de façon qu'il y ait période de repos. Au début, ça va être un peu plus long à mettre en place dans cette mémorisation. Puis après, c'est une histoire de gestion, tout simplement. On a l'habitude de travailler avec nos chiens, on sait à quel moment il va falloir faire le break. Mais on ne va pas non plus rester 8 heures d'affilée avec le chien à faire sentir dans les cônes, dans les pas question, ça c'est clair. On pense quand même au bien-être de l'animal, hein. On ne va pas non plus en faire une machine là-dessus, quoi. Il n'y a pas de problème. J'aurais aimé poser une question dans l'autre sens au public, hein, puisqu'on a la chance d'avoir une brigade de sapeurs-pompiers qui travaille aussi avec les chiens, voir si vous retrouvez dans ce qui est dit ici, dans votre pratique avec aussi des Malinois, qui est plus, d'après ce que j'ai compris, d'aller chercher des personnes. Est-ce que vous retrouvez dans ce qui est dit là aujourd'hui par rapport au travail avec les chiens? Nous, on travaille sur une odeur commune à tous les humains. On s'est aperçu qu'il y avait une odeur commune, ce qui fait qu'on peut retrouver n'importe quel type de personne sous les décombres. La problématique qu'on a aussi, c'est effectivement le temps de travail qui varie en fonction des conditions climatiques, parce qu'on travaille à l'extérieur. Mais effectivement, on va travailler en gros entre 20 et 50 minutes, 1 heure. D'accord ? Et avec un temps de repos qui est aussi nécessaire pour le chien. Voilà. On travaille aussi avec de la confirmation de chien pour tout ce qui est travail en décombre. C'est qu'effectivement, il y a toujours une part de doute qui existe, parce qu'on travaille avec de l'animal, on travaille avec du vivant. Et on va toujours utiliser un chien de confirmation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a localisé une victime, on va utiliser un autre chien pour confirmer la présence d'une victime à cet endroit-là. Voilà. J'ai répondu à vos questions. Alors effectivement, c'est possible que ça arrive. Néanmoins, il faut savoir que ce sont des équipes qui se connaissent. Donc chaque conducteur, chez nous, un maître chien, on appelle ça un conducteur. Chaque conducteur a son chien. Et on fait ce qu'on appelle une lecture du chien et sur le marquage. Ce que vous faites par exemple avec le assis ou le coucher du chien pour l'explosif ou prochainement pour la recherche de cellules ou d'effluves cancéreuses. Chaque conducteur a sa lecture. Ensuite, il y a des lectures qui vont être plus ou moins franches. On va avoir plus ou moins de doutes sur la lecture du chien. Et si éventuellement il y a 2 chiens qui ne sont pas d'accord, on va se référer soit au plus expérimenté, soit sur une lecture qui est plus franche. Et si éventuellement on n'est pas encore d'accord, on a d'autres équipes qui viennent nous renforcer. Voilà. On ne travaille jamais tout seul.
Alors, je vais rebondir. Nous, on aura un peu une attitude différente parce que je pense que quand il n'y aura pas un marquage franc des chiens, notre roue de secours sera peut-être aussi justement Anne, et d'aller voir si ce n'est pas au niveau des prélèvements qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que le chien va être hésitant ou va moins bien marquer. Donc nous, notre troisième chien, ça sera le médecin pathologiste. Désolé. Voilà. Alors, les chiffonnettes, là, il y a, enfin, on n'est d'abord pas d'accord sur le terme, parce que qui veut dire, Jackie dit souvent les tissus, mais c'est très compliqué pour nous, parce qu'il y a aussi des tissus vivants, de nous on va parler. Donc, on parle de chiffonnettes, il faudra trouver quelque chose pour ça. Donc, ils ont pas mal, eux, travaillé déjà sur ces chiffons, pour avoir des chiffons qui captent les composés volatiles. Et aujourd'hui, n'est pas avec nous Vincent, qui est un chimiste qui travaille aussi sur les matériaux et qui verra aussi au décours de la recherche CADOG s'il peut améliorer ce tissu, qui est un tissu qui capte davantage les composés volatiles odorants et qui les garde. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur tissu, chiffonnette, tout ce que tu veux? Oui, le tissu qu'on va utiliser, c'est un tissu qu'on a quand même mis pratiquement 3 années à mettre au point avec une société qui s'occupe de la filtration. Et tissu, substrat, c'est pas le problème. Donc c'est un tissu très particulier justement qui est là justement pour capter le maximum de molécules odorantes, qui est utilisé en odorologie. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site internet, vous verrez le système d'aspiration des molécules dans les containers. Et vous verrez que c'est un tissu qui est vraiment très, très, très particulier, qui est également un peu une variante, qui est également utilisée par la police scientifique dans le cadre d'enquête, pour les prélèvements d'odeurs sur différents objets lors de crimes ou autres. Donc c'est vraiment un tissu très, 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 très spécial, quoi. Vous parliez de diagnostic précoce. Ça veut dire que ça fait aussi bien, mais encore mieux qu'un appareil d'imagerie, finalement? Alors, tout le problème de la question est qu'est-ce qu'un diagnostic précoce? Alors, un des défis va être effectivement de voir si on arrive à diagnostiquer la maladie cancer du sein quand elle est encore dans cet arbre de canaux du sein, qui est un arbre protégé par une écorce et qui protège et qui empêche le passage des cellules cancéreuses dans la circulation sanguine. Dans le jargon du pathologiste, on appelle ça le cancer in situ. Il n'y a pas de métastase, on ne meurt pas de ce cancer, qui donc peut être considéré comme pré-cancer. On a même des projets de recherche de ne plus les traiter aussi radicalement, ces maladies très précoces. Donc, tout l'enjeu, là, effectivement, va être d'affiner l'odorat du chien et son réflexe de détection au juste moment de la maladie, de l'histoire de la maladie. Donc, on a beaucoup de champs de travail devant nous pour préciser toutes ces questions. Donc, votre question est tout à fait juste et pertinente. J'ai une question pour José. Finalement, c'est à terme, est-ce qu'on pourra faire des nez électroniques? C'est-à-dire, finalement, une fois que les composés organiques sont volatiles, est-ce que le chien pourrait être remplacé? Très bonne question. Donc, je voulais justement en venir à cet aspect-là, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde a bien compris. Au jour d'aujourd'hui, ces composés, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que les composés marqueurs des cellules cancéreuses, on ne les connaît pas. Donc la première étape, qui fait l'objet aujourd'hui de votre présence, c'est d'utiliser les chiens. Si les chiens, ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre un tissu cancéreux et un tissu non cancéreux,
effectivement, il y a bien des composés volatiles, odorants, que le chien est capable de déterminer. Nous, pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc la deuxième étape, ce serait effectivement de chercher à savoir quels sont ces composés qui sont marqueurs de la cellule cancéreuse par rapport aux composés lambda qu'on trouve sur le tissu sain. Une fois que l'on sait quels sont ces composés, et ça c'est loin d'être gagné, mais effectivement, une fois que l'on sait quels sont ces composés, on peut tout à fait envisager dans une troisième étape. Donc première étape, ce serait les chiens. La deuxième étape, ce serait la détermination l'identification de ces composés marqueurs. La troisième étape, ce serait également d'essayer de mettre au point un capteur sur la même idée que les chiens, c'est-à-dire un capteur transcutané, non invasif, indolore, je veux dire, et qui serait capable de déterminer, c'est-à-dire d'identifier si oui ou non, en posant ce capteur sur la peau, par exemple, oui ou non, il est détecté CCOV, marqueur de la cellule cancéreuse. Et là, effectivement, ça remplacerait le chien, mais on en est loin, très loin, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'odorat et la sensibilité du chien, en science, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Le chien est capable de renifler des teneurs en composés qui sont bien inférieures à ce que l'on sait faire aujourd'hui en science. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel on travaillera et on y a déjà travaillé, d'où la réponse de José. Il y a vraiment plusieurs étapes dans ce projet et là vraiment, il y a CADOG et on va mettre notre énergie là-dessus sans oublier ces autres projets plus technologiques et innovants. Je rappelle, et je l'ai dit au départ, certains n'étaient pas là, il y a vraiment le souhait de la recherche. Il y a le souhait d'aller rapidement vers un diagnostic à bas coût. Donc il y a vraiment un souci aussi civique et social dans lequel on s'inscrit et qui est fort. Il y a aussi ce troisième aspect qui est important dans CADOG, c'est de se dire si cette technique est validée et reproductible, on peut la mettre à disposition des pays émergents, des pays en voie de développement qui n'ont pas d'outils diagnostiques. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous motive fort, c'est de permettre le diagnostic dans d'autres pays à faibles ressources. Donc c'est vrai que pour l'instant, on va concentrer notre énergie là-dessus. On va évidemment continuer à notre travail et nos réflexions sur les nouvelles technologies, mais la première étape, elle est là et elle est déjà très très ambitieuse. En fait, le chien intervient à quel moment? Enfin, moi, je suis une femme, ça se voit. Ouais. Est-ce que c'est au stade rendez-vous chez la gynécologue ou le gynécologue qui touche, ou bien stade mammographie ou stade chirurgie? En fait, j'ai pas très bien compris à quel moment le chien intervient. Alors, pour l'instant, là, on est dans la recherche. Donc, il faut qu'on travaille sur des échantillons d'une certaine taille pour que le chien apprenne à reconnaître la tumeur. Donc, ça va être pendant la chirurgie que va être pris cet échantillon qui va servir au dressage des chiens. Après, on espère que quand on sera à l'état de trace, là, on va passer au transcutané, c'est-à-dire on met une lingette sur le sein et c'est ça qu'on fait renifler aux chiens. Donc là, on pourra sortir du bloc opératoire. Après, quand on fera l'étude clinique, donc tout ce processus long pour valider l'outil, là, évidemment, il ne s'agit pas de valider sans qu'il y ait de contrôle. Donc, ça sera proposé à des femmes qui vont faire le dépistage pour une mammographie. Est-ce que vous voulez bien participer au projet CADOG? Et elles auront leur mammographie. Et par ailleurs, cette lingette. Et c'est ce qui va nous permettre de valider. Après, à terme, l'idée, ça serait de se dire, je vais chez le médecin. Et là, il va vouloir faire du diagnostic. Et un peu comme c'est fait pour le frottis, chez le gynécologue, ben voilà, on fait son test, on le met à la poste, voilà, et au bout, ça ne sera pas un laboratoire,
comme on l'entend, mais ça sera des chiens qui vont dire cancer, pas cancer. Donc à terme, on est sorti du bloc opératoire, on est sorti de la mammographie. À terme, c'est pour faire un outil diagnostique. Et évidemment, si le médecin, parce que les résultats arrivent au médecin, il ne s'agit pas, si le médecin dit là, votre diagnostic est positif, il racontera peut-être pas que c'est un chien de machin, de truc. Eh bien, on est réorienté évidemment dans une prise en charge classique pour la prise en charge d'un cancer du sein ou d'une suspicion de cancer du sein. Alors, les centres de mammographie, on va passer. Bon, pour l'instant, il est clair que le processus du dépistage passe bien évidemment toujours par cette mammographie complétée d'une échographie. Mais je pense que l'idée est vraiment d'améliorer encore notre spécificité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de débats sur le surdiagnostic. Et qu'est-ce que c'est finalement ce surdiagnostic ? Ce sont des femmes qui vont aller jusqu'à la biopsie alors qu'il n'y avait pas de réelle maladie cancer dans le sein. Donc si mon engagement à moi, là, dans le projet, il est aussi pour se dire on peut peut-être améliorer la spécificité de cette étape diagnostic de dépistage avec cette approche très innovante. Je prends juste, c'est vrai qu'après, dans tous les domaines de recherche en santé, que ce soit en cancérologie, dans d'autres spécialités, il faut savoir qu'on se pousse tous les uns les autres. Là, vous avez vu, c'est vrai qu'il y a les chiens, peut-être qu'il y aura un électronique. Nous, en chirurgie, on est poussé par les radiologues qui disent bientôt, on n'opérera plus certaines tumeurs puisqu'on les dépistera bien et on n'a pas besoin d'enlever la tumeur pour savoir ce que c'est, puisque nous, on va dire c'est du bénin, donc on ne passera pas par la chirurgie. Donc, ce qu'il y a de, on va dire, très stimulant dans le métier de la santé, c'est qu'il y a une émulation de tous pour, au final, que les personnes que l'on soigne aient le juste examen au bon moment et n'aient pas des examens inutiles. Donc, on est toujours, effectivement, dans un système concurrentiel comme dans tous les autres domaines de la recherche. Et c'est actuellement en chirurgie, par exemple, alors je vais parler spécifiquement du cancer du sein puisque c'est le cas. Par exemple, en chirurgie, quand on a un cancer du sein, on fait ce qu'on appelle une technique du ganglion sentinelle. Et dans 80% des cas, le ganglion peut être négatif. Et finalement, c'est se dire, on a opéré la patiente pour rien. Mais la radiologie va nous dire qu'il est négatif, mais dans 20%, il est positif. Donc, on les opère parce qu'il y a un risque de 20%. Donc, ça va être, dans probablement 10-20 ans, les radiologues seront suffisamment performants pour nous dire, là, c'est négatif et c'est sûr, là, c'est positif et c'est sûr, et donc, on va opérer juste ce qui est nécessaire. Mais actuellement, toutes nos technologies ont leurs limites. Et finalement, l'odorologie va rentrer dans ce cadre où on va introduire un autre seuil de sensibilité qu'il va falloir comparer à des méthodes de référence. Donc effectivement, ça peut être un système concurrentiel à la radiologie, mais il faut savoir que la radiologie, en plus de l'odorologie, elle caractérise de manière morphologique. C'est-à-dire qu'elle va dire, OK, il y a peut-être un diagnostic qui va être confirmé au niveau histologique, mais elle va dire où c'est situé, est-ce qu'il y a plusieurs tumeurs, est-ce que les ganglions, c'est-à-dire qu'elle va donner la morphologie du cancer. Donc, l'odorologie ne va pas remplacer toutes les propriétés de la mammographie. J'aurais aimé, parce que c'est un thème un peu précis et qui a été beaucoup, je pense largement traité avec quelqu'un qui est dans cette salle, donc il ne s'attend pas à ce que je lui donne la parole, mais il est assez à l'aise. Est-ce que M. Sicard pourrait nous donner son point de vue là-dessus ? Je sais qu'il n'y a pas longtemps, il a fait une conférence sur Dr Jemal Monscaner, si je ne me trompe. Je suis venu tranquillement, là, je me suis dit pour une fois, je suis assis. Je voyais que vous étiez tranquille. Alors vraiment, si j'avais vous êtes grand. Je n'aurais pas venu. Non, je suis impressionné par votre persévérance et votre énergie. Sur France Culture, j'écoutais ce matin qu'à Lille, il y avait une réunion sur l'odorologie des chiens qui allaient percevoir les vapeurs d'usine qui commençaient avant l'évacuation de polluants majeurs.
et de pouvoir déterminer immédiatement comment, dans telle usine polluante, on pouvait prendre des mesures qui allaient l'interdire. Donc je vois que le champ de l'odorologie est absolument considérable. Le problème, c'est d'arriver effectivement à ce que ce ne soit pas une technique qui apparaîtrait comme artisanale, mais qu'elle est, et je crois que vous avez votre rigueur de recherche avec chirurgiens, et ce côté pluridisciplinaire avec des biochimistes, chercher les composés volatiles, avoir des maîtres chiens, au fond, une collaboration avec la police. Au fond, je pense que la recherche, quand elle est efficace, elle part d'une vision très large, pluridisciplinaire. Est-ce que cette odorologie en cancérologie aura un avenir? Il est vraisemblable que les composés volatiles apporteront quelque chose. Il ne faudra pas non plus basculer dans un transfert de la cancérologie vers l'odorologie, puisque ce serait un peu probablement excessif. Mais je pense que votre champ de réflexion est un champ absolument nouveau et qui est probablement beaucoup plus large même que le cancer et qui va de la police à l'environnement, à la maladie et probablement même dépassant même le cancer, probablement dans d'autres pathologies, je sais pas, le diabète, des maladies vasculaires, etc. Donc en tout cas, moi j'admire votre détermination. J'avais déjà remarqué quand vous aviez votre thèse de doctorat de sciences, au fond, cette capacité à mobiliser des énergies diverses. Et c'est assez rare pour qu'on le souligne. Merci, monsieur. Mais enfin, vous voyez que les énergies sont vives. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pour rebondir un peu sur ce que disait monsieur, c'est vrai que comment, alors c'est très très loin dans le futur, mais comment communiquer et comment dire aux femmes, finalement, il y aura un test qui sera fait par un chien. Ça peut paraître un peu fantasque hein, quand on n'est pas du milieu et qu'on ne connaît pas bien. Et donc, est-ce que vous avez déjà réfléchi à cet aspect de la communication aux patientes ou de l'explication pour les rassurer, parce que c'est des moments pas faciles, les tests? Alors, je pense que c'est... Non, enfin, pour l'instant, on a bien la tête sur le guidon, dans le guidon, à essayer de faire avancer notre recherche. Je pense que ça fait aussi partie du financement participatif. S'ouvrir au financement participatif, hein, c'est ce que je disais au départ, c'est bien sûr un mode de financement, mais c'est aussi tenir informé de la progression des recherches, de nos résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, de nos difficultés aussi. On a ouvert un site internet, cadog.fr, qui a justement pour ambition de tenir informé, assez simplement, avec les plus et les moins, et d'être assez transparent. Et ça, je pense qu'on ne peut pas recevoir des financements sans s'engager vis-à-vis de ceux qui vont nous donner, qui vont nous aider à réaliser ce projet, et plus globalement, rendre l'information aussi, diffuser cette information. Ça fait partie du projet, de diffuser, de faire comprendre. Après, en temps voulu et quand tout ça sera réalisé, il faudra vraiment, je pense, y travailler. Ah, je rends la parole à Anne. Oui, puis effectivement, il va falloir réfléchir à la communication, l'explication. Mais je pense qu'il y a une explication déjà simple qui est cette mammographie, finalement, les femmes s'y soumettent, mais pas toutes. Et peut-être certaines préféreront une méthode plus indolore, plus douce, qui ne fait appel que finalement en cas de l'intelligence animale et à un moyen probablement peut-être moins coûteux aussi. Peut-être tous ces arguments-là vont faire partie de notre groupe d'explication pour le grand public. Alors aussi, et ça je ne l'ai pas dit, tout CADOG n'est pas là ce soir. On a créé un comité CADOG avec plein de personnes différentes. Ça va de ceux qui nous ont aidés à faire la vidéo, aux scientifiques que vous voyez, évidemment Jackie et Yannick qui sont là. C'est un groupe qui va s'élargir. Dans ce groupe, il y a dans ce comité, il y a une petite cellule qui s'appelle le comité de bienveillance. Et le comité de bienveillance, pour l'instant, il est un petit peu en veille, puisqu'on n'a pas commencé.
Il y aura par exemple Monsieur Hurier, que vous avez vu dans la vidéo. Il y aura des plus anciens, il y aura des anciennes patientes. Il y a déjà une de nos patientes qui est inscrite dans ce comité de bienveillance. Il y a aussi ces gens qui, après, vont réfléchir. Alors, soit des personnes qui ont peut-être plus la sagesse des anciens, d'autres qui ont eux-mêmes été touchés par la maladie, et puis à la rigueur, tous ceux qui ont envie de participer à cette aventure. Pour l'instant, on a mis le comité CADOG avec ceux qui ont fondé, qui ont été à la base de ce projet. Et vous l'avez vu, nous, notre idée, c'est d'être ouvert. Et justement, chacun aura sa place à des moments clés de cette recherche. Voilà. Si vous voulez en faire partie, vous serez dans le comité de bienveillance de CADOG. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. En gros, c'est à prendre à la louche. Hein. Ce qu'on s'était fixé comme agenda, parce qu'il faut toujours avoir des dates et c'est stimulant, c'était de dire on commence là, maintenant, d'où ce démarrage de projet. On se donne, si on a nos 2 chiens, 6 mois de dressage où il va y avoir beaucoup d'allées et venues. Et très rapidement, on commence déjà à penser à notre étude clinique, hein, où on fera, je pense qu'il sera proposé à des projets académiques pour faire une étude clinique. Alors l'étude clinique, c'est souvent au moins 3 années avant d'avoir les validités. Voilà, avec d'autres personnes comme Sandrine qui a pris la parole tout à l'heure, mais qui est spécialiste de ce type de travaux et de l'analyse de leurs résultats. Voilà, donc en gros, ça nous fait un peu 4 années incompressibles où j'espère on va beaucoup progresser. Voilà. Après, pour être très franche, hein, la recherche, c'est aussi une histoire d'argent. Hein. Si on a des moyens, on avance plus vite. Hein. Si on a peu de moyens, on essaye de faire comme on fait au mieux, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est tous d'y aller sur notre bonne volonté. Voilà. Après, c'est à géométrie variable selon si on est à l'aise ou pas pour travailler. Oui. Justement, concernant ces histoires d'argent, je voulais savoir si cette découverte allait mettre en cause certains intérêts financiers des labos, ou est-ce que vous pouvez avoir comme ça des gens qui s'opposent à ça, ou que ça gênerait? Parce que certains médecins disent que certaines analyses, des IRM, des scanners rapportent de l'argent, ou voilà, je sais pas. J'ai déjà entendu ça, c'est pour ça. Là, tout l'enjeu, c'est d'améliorer la spécificité du diagnostic. Ce n'est pas se passer des outils diagnostiques. Donc, évidemment, peut-être que moins d'examens radiologiques seraient faits par excès, mais dans un contexte, effectivement, où l'économie de la santé doit être maîtrisée, si on fait des économies d'un côté, peut-être qu'on pourra mettre de l'argent sur d'autres aspects de l'amélioration de la détection. Et je pense qu'effectivement, de toute façon, tout changement de pratique bouscule. Alors on risque effectivement de bousculer certaines pratiques, là, avec cette recherche, mais elle est vraiment guidée par le souci que les femmes soient, comme le disait Séverine, aient le bon diagnostic et que ce soit le juste traitement pour la juste personne et que ce soit le mieux adapté possible. De toute façon, c'est ça notre but. Voilà. Exactement. Et justement, si ça venait un outil, et par rapport à ces histoires d'argent qui sont quand même toujours omniprésentes, dès le départ, CADOG a travaillé avec le service juridique de l'Institut Curie, et pour commencer à former ce comité dont je vous parlais, avec chacun à ses différentes places, et de 2, pour travailler d'emblée sur si un jour les chiens deviennent un outil diagnostique créé par ce groupe CADOG, et si on
quelque part, ont breveté cet outil diagnostique. Bien sûr, après un outil diagnostique, il faut que ça vive et il faut que ça se vende. Donc, par contre, toujours dans cette idée qui nous est chère, ça serait un outil sur lequel il n'y aurait jamais de bénéfice quand il serait utilisé dans les pays émergents. Donc ça, c'est un type de contrat qu'on a demandé aux juristes de travailler pour protéger d'emblée cette idée. Et si un jour elle était, donc, comme on le souhaite, utilisée par des pays à faibles ressources, que ça ne soit pas un business et que ça ne le devienne jamais. Voilà. Ça me paraît pas cher en fait. C'est la première phase. C'est la première phase. Et c'est vrai que c'est pas cher pour une première phase, mais on a voulu faire quelque chose d'accessible. Voilà. Après, si on a plus d'argent, il y aura plus de chiens, ça ira plus vite. Après, l'idée, c'est de demander de soumettre un projet académique, un PHRC ou autre, pour avoir du financement pour la recherche clinique. Là, c'est ce qu'il nous fallait pour démarrer. C'est ce qui nous manque cruellement. Donc, on a été d'abord vers quelque chose, en effet, d'assez modeste, mais voilà. Pour l'instant, premier étage de la fusée. Pour l'instant, on a commencé à travailler depuis longtemps avec rien. Donc déjà, si on a ça, ça va être bien. Alors je vais rajouter un petit peu quelque chose, parce que pour moi, le chien, bon, vous avez compris, c'est vital, c'est capital. Pour moi, en fait, c'est un double outil. Le premier outil, c'est ce qu'on vient de dire, c'est être capable de dire oui ou non, il y a cellules cancéreuses. Mais moi, je vois encore un peu plus loin, bon, d'un point de vue peut-être plus scientifique, c'est que dans la deuxième étape, si on est amené et on sera amené à rechercher quels sont ces composés, donc on va trouver des composés, mais est-ce que ce sont réellement ceux-là? Eh bien, qui va nous le dire? Ben, le chien va également pouvoir nous le dire. Puisqu'une fois qu'on aura isolé des composés, si on s'amuse à faire quelques petits mélanges, qui va nous dire si c'est le bon mélange, si c'est le bon composé? On va soumettre ce mélange au chien, et si le chien a le même comportement que sur des tumeurs cancéreuses, ça sera un gros plus. Donc il faut voir ça en fait comme un double outil. Moi j'avais une question par rapport aux résultats du séquençage à haut débit finalement, et la génétique somatique, la caractérisation des tumeurs. Comment, alors je voyais effectivement Stoppard Lyonnais, mais comment vous positionneriez en fonction des résultats? Est-ce que notre généticienne Je crois qu'en fait, vous posez la question qui est celle, un peu sous la chance de la variabilité des tumeurs et de la capacité du chien à repérer un grand nombre de tumeurs. Mais je dirais que c'est une question très intéressante et qui va être peut-être secondaire. Et là, c'est la pathologiste aussi pouvoir comment dire. D'abord, il va y avoir une première analyse des caractéristiques histologiques, pathologiques, et puis peut-être qu'il y aura effectivement des caractéristiques génétiques plus spécifiques, mais ceci sous-entend qu'il y a effectivement une variabilité de la capacité du chien à reconnaître certaines tumeurs. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, la question centrale de recherche, elle est posée par vous. C'est cette capacité à repérer ces composés organiques ou odorants, volatiles, qui sont spécifiques des tumeurs. Voilà. Moi, je trouve que c'est formidable. Ce que je trouve formidable, comme disait Monsieur Sicard, c'est la pluridisciplinarité de l'approche. Vraiment, je trouve que c'est fascinant d'avoir les éleveurs de chiens, le SPCI, l'Institut Curie. C'est formidable. Voilà, bravo. Merci. Ça me donne l'occasion de le dire. Merci d'avoir posé la question. Bonsoir, donc Hugues Lefort, je suis médecin-chef du groupement d'appui de soutien, dont font partie les SINO qui sont ici. Et je crois que le sergent en fait, Charon, qui est là avec son équipe, a quelque chose pour renforcer un peu le message sur la qualité de détection des chiens. Venez, sergent. Et puis une petite proposition à vous faire qui peut vous paraître sympathique. Que pour ceux qui sont sages.
pas forcément une proposition, mais depuis tout à l'heure, j'entends des gens qui sont plus ou moins sceptiques ou plus ou moins intrigués sur le fait de la capacité d'un chien à remonter, à retrouver une cellule cancéreuse. C'est par rapport aux questions que j'ai pu entendre. C'est vrai que dans notre société moderne, aujourd'hui, on peut se poser des questions comment un chien peut égaler notre technologie. Ça, je le comprends tout à fait. Maintenant, nous, dans notre quotidien, en tant que cyno, on a coutume de dire que le chien a toujours raison. À un moment ou un autre dans sa recherche et dans son marquage, il aura raison. Et je pense que... Non, j'ai pas fini. Attendez, j'ai pas fini. Je pense que dans notre quotidien à tous, on a tous vécu, ou nos proches ont vécu, une erreur de diagnostic, soit de lecture, soit d'interprétation des résultats, et qui était pour autant liée à notre technologie de pointe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à compléter dans votre message. Voilà. Après, pour ceux qui voudront voir les chiens, il n'y a pas de problème, nos chiens sont sociables. Voilà. Vous pourriez les faire monter? Oui, on peut si vous voulez. Allez. Merci. En effet, je pense que tout le monde sera content de voir les chiens en vrai. Des chiens en vrai, oui. Il faut juste nous dire quand. Maintenant, je pense qu'on va finir après. Merci, oui. Juste une dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres expériences similaires aux États-Unis, en Europe, en Israël, par exemple? Alors, il y en a même plus proche. Il y en a aux États-Unis, en Italie. Il y en a même à Paris, à l'hôpital Tenon. Il y a les oncologues qui ont travaillé avec les chiens, tous davantage sur la prostate et l'urine. Voilà. Nous, on se démarque de vouloir de rester plus dans notre scope au départ des cancers féminins, d'aller vers du transcutané. Mais toutes ces expériences, et je compte aller rencontrer bientôt ceux qui mènent des recherches un peu différentes, mais quand même similaires pas loin de l'Institut Curie. Je pense que tout ça est complémentaire. Et là encore, le message, même par rapport aux examens ou autres, c'est de se dire que chacun essaye d'avancer avec sa bonne volonté, que je pense qu'au contraire, c'est enrichissant. Et on lit ce que font les autres, bien sûr, pour voir d'éventuels pièges, d'éventuelles difficultés. Donc tout ça n'est pas en concurrence, mais complémentaire. Nous, on est resté sur notre savoir-faire. Voilà. Oui. Sur le fait que ça pourrait poser des problèmes avec les mammographies, mais en fait, pas du tout, parce que c'est censé être une détection très simple. Peut-être que vous pouvez vous présenter, je pense que comme ça. Je veux te présenter, comme ça les gens comprendront mieux cette prise de parole. Moi, je suis Jocelyne Berry, le ministère de la Recherche. Voilà. Donc, globalement, l'énorme avantage de cette technique, ça serait... Pardon. Là, actuellement, les mammographies, il faut faire chaque patiente fait une mammographie tous les 2 ans. Et il doit y avoir... Chaque femme, pardon. Et ensuite, vous avez une lecture, une double lecture. Et cette double lecture, elle n'est pas toujours évidente. C'est exactement comme les chiens tout à l'heure. Poser la question, qu'est-ce qui se passe quand les chiens n'ont pas la même... ça ne s'arrête pas de la même façon devant les explosifs. Donc là, on a déjà un problème de spécificité qui serait réglé, ça permettrait de régler rapidement toute cette question-là, parce que faire une mammographie, ça prend du temps. Ensuite, c'est un souci pour la patiente, pour la femme, qui l'accepte pas forcément. Et ça permettrait vraiment de sélectionner beaucoup plus facilement avec un examen qui serait disponible partout en plus. Parce qu'on met la petite lingette et puis on l'envoie aux chiens. Donc toutes les femmes qui sont dans des déserts médicaux, qui n'ont pas accès aux mammographies aussi facilement, ça serait un excellent moyen d'avoir cet accès-là. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, je voulais juste préciser, j'avais compris que vous aviez, vos patientes à Curie, vous savez déjà qu'elles ont un cancer, puisque vous allez les opérer.
Donc moi, j'avais juste compris que tu allais lui mettre une petite lingette à toutes tes patientes avant l'opération, parce que de toute façon, tu savais à 100% qu'elles avaient un cancer. Oui, mais après, il faudra travailler avec des patientes qui n'en ont pas. Oui, mais pourquoi être obligé d'aller jusqu'à la tumorectomie et la prise d'échantillons avec toute la complexité que ça amène? Alors, complexité qui est une complexité dans la chaîne et l'organisation des soins, mais pas pour la patiente puisqu'il ne va rien être enlevé en plus. C'est uniquement pour, au départ, pas faire travailler les chiens d'emblée. Alors, Yannick, on s'est parlé hier au téléphone, me dit, moi j'aimerais bien que d'emblée, on ait le tissu et la tumeur. Mais au départ, c'était juste pour qu'il ait un signal odorant plus fort pour commencer à travailler avant d'arriver à l'état de trace. Voilà, Yannick m'a dit, si on a 2 chiens, on en mettra directement un avec chiffonnette et l'autre sur la tumeur pour voir si c'est vraiment nécessaire de passer. Donc c'était notre discussion d'hier justement. Et après, comme Dominique Stopagnone le disait, Anne-Vincent Salmon le disait, il n'y a pas un cancer, mais il y a des cancers. Donc c'est est-ce que tous les cancers sont détectés de la même manière? C'est-à-dire qu'il y a des formes triple négatives, des formes HER2 positives, chaque cancer est différent l'un de l'autre. Donc on est dans ce mot cancer, mais qui est protéiforme. Donc on est obligé de passer par cette phase d'association et de typage. Oui, parce que tout l'enjeu, il faut bien le redire, c'est de s'assurer que les composés volatiles vont être... il va y avoir un socle commun à toutes les formes de cancer. Ça, ce serait génial. Et c'est probablement une des premières étapes. Ensuite, si on peut affiner en fonction des types de cancers, alors là, on aura gagné une autre étape. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, les cancers in situ, ceux qui ne donnent pas de métastases, si on arrive à les dépister grâce aux composés volatiles et épargner toute la chaîne diagnostique ultérieure, alors là, on aura marqué un super pas.